Bonjour, bienvenue. Je vais vous demander de vous présenter, nous confirmer si vous avez des nouveaux liens d'intérêt par rapport à la déclaration que vous avez fait parvenir à l'agence. Vous avez 15 minutes de présentation et ensuite on aura une dizaine de minutes d'échange et de questions. Je vous laisse la parole, pensez bien allumer le micro parce que la séance est filmée et enregistrée. Donc, bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc, je suis Marine Martin, présidente de l'APESAC, l'association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, donc des enfants victimes d'un antiépileptique pendant la grossesse, pas uniquement des paquines. Et je suis donc moi-même une femme épileptique, mère de 2 enfants handicapés suite à la prise de dépakine pendant la grossesse. Donc, pour représenter peut-être un petit peu l'APESAC que vous ne sembliez pas connaître, l'APESAC c'est environ 6400 victimes de la dépakine, mais aussi des centaines d'autres victimes d'autres antiépileptiques. On recense malheureusement pas mal de victimes, nous, du Lamictal ou d'autres antiépileptiques. Et donc, ça fait déjà depuis 2011 que l'association existe, 8 ans, suite justement à cette absence d'information, tant au niveau des institutions, des professionnels de santé, que des associations de patients qui n'avaient jamais averti les femmes en âge de procréer des dangers de ces produits. Donc voilà, depuis 8 ans maintenant, j'alerte sur les dangers de ces médicaments. On a réussi avec l'ANSM à faire changer les conditions de prescription en 2013-2014 lors de l'EMA. Voilà. Et puis par la suite, ça fait déjà depuis toutes ces années que j'essaye de faire changer aussi les conditions de prescription pour ces autres antiépileptiques, parce que je me rappellerai toujours de cette petite anecdote en 2013 lors de ma première réunion avec l'ANSM. J'ai posé la question, donnez-moi le nom d'un antiépileptique qui ne soit pas tératogène. Et on m'a répondu, il n'y en a pas. Et j'ai dit, il faut le dire aux femmes. Juste cette information, le consentement clair et éclairé de la patiente, il est primordial. Voilà un petit peu pour l'historique de l'APESAC. Alors, l'APESAC, depuis, a grossi, grandi, elle s'est dotée d'un conseil scientifique, et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir Catherine Hill à mes côtés, qui m'épaule, et c'est vrai que ça fait des années que je recense les victimes de la dépakine, mais aussi des autres antiépileptiques, et malheureusement, ce nombre ne fait que grandir. Donc, face à l'inaction, on va dire pendant longtemps, et des laboratoires et malheureusement des pouvoirs publics dans ce domaine-là, j'ai forcément mis en place, moi aussi, un système, en tout cas, de répertorier. Il fallait que je répertorie les victimes de ces antiépileptiques. Et puis, avec le travail conjoint avec la NSM, on a fait, franchement, cette étude est vraiment formidable et je les remercie encore une fois de tout le travail qui a été fait. On a réussi à pointer les dangers des autres antiépileptiques et effectivement, les études passées faisaient déjà état d'un certain nombre d'éléments qui auraient dû alerter bien plus tôt. Donc Catherine Hill, qui travaille avec nous, a fait une espèce de petite synthèse que je vous présenterai rapidement parce qu'elle est extrêmement technique pour en venir après à nos propositions. Donc effectivement, l'APESAC et remercie encore une fois la NSM de tout le travail exhaustif qui a été fait ces derniers temps et dans l'étude qui est récemment sortie. Simplement, ce qu'il faudrait signaler, c'est qu'il y avait déjà des méta-analyses quantitatives qui étaient extrêmement complètes, justement parce qu'une méta-analyse, c'est la synthèse de plusieurs analyses, et notamment celle de Véronique, qui est sortie en 2017, qui pointait effectivement peut-être des analyses qui n'étaient pas présentes dans celle de la CNAM, et voilà, le seul regret qu'on aurait peut-être pu avoir, c'est que cette méta-analyse n'ait pas été prise en compte, ainsi que l'étude danoise aussi. Et donc, en compulsant en fait ces différentes études, et celle de la CNAM et celle de Véronique, on s'aperçoit en fait qu'il y a un grand nombre extrêmement important de données. Il y avait 58 000 enfants exposés in utero à la dépakine dans l'étude de Véronique. L'étude de la CNAM, c'est 1,9 million. Alors, pardon, je me trompe de slide, c'est celle-ci. Et Thomson, c'est quand même 7 355 grossesses qui ont été exposées. Donc, les études sont extrêmement importantes. Et ce qui était intéressant dans ces différentes études, c'est qu'en fait, il y a plusieurs analyses, plusieurs facteurs qui ont été
pris en compte et qui ne sont pas toujours les mêmes, ce qui permet d'avoir une analyse extrêmement fine sur tout ce qui est retard et troubles neurocomportementaux. À la slide suivante, on s'en aperçoit. Alors attendez, vous voyez, dans l'étude Véroniki, on analyse tout ce qui est retard mental, retard psychomoteur, autisme, retard du langage, hyperactivité. Alors que dans celui de la CNAM, on est surtout sur les troubles mentaux. Donc ce croisement de données nous permet d'avoir une analyse extrêmement fine de certains antiépileptiques. Parce qu'effectivement, c'est important de les classer du plus dangereux au moins dangereux, mais il faut également derrière pouvoir fournir des données claires aux patientes, un pourcentage. Sans ce pourcentage-là, ça peut pas, je veux dire, les femmes ne peuvent pas faire un choix éclairé. Donc c'est pour ça que ce qui a été fait pour le valproate, avec l'histoire de ces 30 à 40% de troubles neurocomportementaux, c'est à mon sens absolument indispensable de le faire sur les autres antiépileptiques et d'obtenir un classement qui sera une base en fait pour les neurologues, mais aussi pour les patientes, de choix du traitement le plus adapté. Donc si on compulse toutes ces données, et parce que, alors ça c'est extrêmement technique quand même, on s'aperçoit que le valproate effectivement est la molécule la plus dangereuse, mais que quand même se dégagent au fur et à mesure d'autres molécules qui sont quand même assez inquiétantes, et du fait de ces critères extrêmement nombreux sur certains produits, on peut avoir quand même un classement assez fin des molécules en fonction de leur toxicité. Et encore une fois, je répète que ce qui est important, bien sûr, les malformations, c'est important, mais les troubles neurocomportementaux, ça l'est d'autant plus, parce que les malformations, grâce au progrès de la science, dans les échographies, on peut percevoir un certain nombre de malformations et éventuellement recourir à une interruption médicale de grossesse. Mais pour ce qui est tous les troubles neurocomportementaux, malheureusement, l'autisme ne se fera jamais à l'échographie. Donc c'est pour ça que tout ce qui peut être fait en prévention est capital pour les femmes et pour leur donner une bonne information. Donc voilà, j'ai fait passer à la NSM cette synthèse de données qui a été faite par Catherine Hill, donc, et où on voit qu'effectivement il y a des signes extrêmement importants au niveau de la prégabaline, donc l'Epitomax, si je ne me trompe pas. Non, c'est le Lyrica, pardon. Lyrica, voilà. Et puis bon, des molécules plus anciennes comme les phénobarbital, phénitoïne et carbamazépine qu'on connaît bien, qu'on a beaucoup étudié. Ce qui est extrêmement aussi, enfin moi, ce qui m'a surpris dans l'étude ANSM, c'est que j'ignorais totalement que la prégabaline justement était extrêmement donnée. Là, ce petit schéma, la taille du rond montre effectivement le nombre de prescriptions, et donc aujourd'hui, à ma grande surprise, c'est le Lyrica. Pas dans l'épilepsie. Dans l'épilepsie, très peu dans l'épilepsie. En fait, l'utilisation de prégabaline est majeure dans les autres indications de l'AMM, douleurs neuropathiques, voire dans les douleurs hors AMM. D'accord, alors ça m'explique un petit peu mieux effectivement les choses, parce que moi, j'ai pas énormément dans ma population d'épileptiques, énormément de femmes traitées par ce médicament-là. Et l'Epitomax pour maigrir aussi, hors AMM, oui. C'est ce qui explique aussi les... Donc voilà, alors les conclusions, c'est que les différents médicaments n'ont pas les mêmes effets indésirables. Le valproate est bien sûr le plus tératogène, mais il faut continuer à les étudier, il faut continuer à les suivre. Et alors, comme dirait cette chère Catherine, une réponse approximative à une question intéressante est beaucoup plus utile qu'une réponse précise à une question sans intérêt. Trop d'informations tue l'information. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de répondre de manière extrêmement précise aux femmes, parce qu'elles sont dans une demande extrêmement importante. Voilà. Donc ça, c'est bon, quelques données un petit peu chiffrées, voilà, vous pourrez les regarder de manière plus approfondie. Moi-même, voilà, j'ai fait aussi quelques études, je m'aperçois que le Lamictal, dans ma population, est extrêmement donné, que sur à peu près, moi, sur 200 enfants qui ont été traités sous le Lamictal, qui m'ont contacté, il y en a à peu près la moitié qui sont aujourd'hui avec des troubles neurologiques graves, des troubles de type autistique. Effectivement, j'ai constaté que le Lamictal, c'était pas tellement sur le versant malformatif, mais plus sur le versant cognitif neurocomportemental. Donc voilà, donc il faut absolument continuer à creuser la question et à suivre ces populations avec des suivis de cohorte. Et donc j'en viens un peu plus précisément à ce que nous, au sein de la PESAC, on souhaiterait voir instaurer. Donc j'ai essayé de reprendre un petit peu le guideline que vous nous aviez fait passer, monsieur Vella.
C'est-à-dire que pour moi, il me paraît essentiel que ce qui a été fait pour le valproate soit étendu aux autres antiépileptiques, que cette histoire de pourcentage soit affichée à disposition des femmes épileptiques qui prennent ces médicaments pendant la grossesse. Donc, quel support destiné aux professionnels de santé? Je pense qu'un courrier d'information suite au rapport de la CNAM serait nécessaire à destination donc, des professionnels de santé pour informer qu'effectivement tous les antiépileptiques sont tératogènes. Que pour moi, à mon sens, les antiépileptiques doivent être prescrits uniquement par des spécialistes. Parce qu'effectivement, ce sont des médicaments dangereux pour le fœtus en développement et qu'une femme, au cours de sa vie, elle est susceptible d'avoir un enfant. Et même si ça n'est pas volontaire, ça peut arriver malheureusement. La nécessité aussi d'un protocole, comme ce qui a été fait pour le valproate, parce qu'effectivement, si... il n'y a pas de raison qu'il y ait une injustice au niveau de l'information, qu'elle soit extrêmement complète pour le valproate et pas pour d'autres molécules. Ça fait partie du choix qui doit être fait en fonction des données qu'on a. Et l'obligation aussi, pour moi, de réévaluer systématiquement la nécessité d'un traitement durant la grossesse. Parce que ce que je me suis aperçue, c'est qu'en fait, il y a énormément de femmes qui ne sont plus épileptiques qui m'ont contactée. Parce qu'elles ont eu une épilepsie juvénile. Et qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, elles ont été mises sous traitement. Et au final, elles ont été mises sous traitement à vie. Et donc, en fait, c'est souvent, suite au scandale de la dépakine, elles m'appellent, elles revoient leur neurologue, en fait, elles n'étaient plus épileptiques et elles ne sont plus sous traitement. Et je pense que ça doit représenter à peu près un tiers de la population que j'ai. Hein. C'est gigantesque, en fait, l'épilepsie juvénile. Voilà, on place la patiente sous traitement et puis on ne la revoit plus. Donc, il y a une surmédicalisation des femmes épileptiques, ou qui l'ont été, et c'est absolument pas réévalué. D'autre part, si ces médicaments sont effectivement tératogènes, il faut que régulièrement, quand même, la femme aille voir son neurologue pour éventuellement, parce qu'on ne change pas d'antiépileptique du jour au lendemain, quoi. S'il y a une nécessité, c'est extrêmement long. On essaye un traitement, on rechange. Moi, j'ai mis personnellement 4 ans à quitter la dépakine. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, d'où la nécessité de le faire quand la jeune fille est en âge de procréer et pas par la suite quand elle décide d'avoir un enfant. Donc la dépakine, effectivement, c'est le plus tératogène. Il y a la nécessité d'une hiérarchisation des molécules en fonction des risques avérés ou supposés et qui doit effectivement permettre de limiter les risques pour les femmes en âge de procréer et voilà, et savoir qu'il n'y a pas d'antiépileptique qui ne soit pas tératogène. Ça, c'est extrêmement important parce que là, on ment aux femmes en leur disant « Madame, vous pouvez avoir un enfant sous antiépileptique sans aucun risque ». Ça, c'est pas vrai. Donc voilà. Alors, pour les patientes, je pense qu'il faut encore une fois faire la même chose que ce qui a été fait pour le valproate, la mise en place d'un protocole, le pourcentage de toxicité, une visite annuelle chez le spécialiste et une réévaluation systématique de la nécessité d'un traitement ou pas. Pour les laboratoires, il faut absolument que, quand ils n'ont pas d'études suffisantes de recul, qu'il y ait le principe de précaution qui s'applique. Ne sachant pas, n'ayant pas les éléments, ils doivent l'indiquer que c'est dangereux pour le fœtus et que par mesure de précaution, il ne doit pas être prescrit. Et j'aimerais bien que les laboratoires aient l'obligation d'effectuer des études nécessaires, des études de cohorte, un suivi des populations qui sont traitées par leurs médicaments, afin de faire remonter le plus rapidement possible à l'agence des signaux. Et enfin, bien sûr, que l'ANSM suivent aussi ces populations parce que grâce au travail de la CNAM, grâce aux cartes vitales, on peut croiser de manière très rapide le suivi d'un enfant d'une femme issue d'une grossesse sous antiépileptique et donc avoir des signaux assez rapides de la toxicité, notamment je pense aux troubles neurocomportementaux. Il n'y a que comme ça, quand on va voir que le gamin il est suivi en orthophonie, etc., qu'on va pouvoir très rapidement éventuellement rectifier le tir. Donc je pense que ça doit être vraiment un sujet de préoccupation majeure de l'agence que de faire régulièrement ces contrôles et ce suivi de la population. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si j'ai du tout respecté le temps. Je pense que voilà, ça doit déboucher sur une réévaluation européenne, bien sûr, comme ce qui a été fait en 2014 et 2017.
Et notamment sur les produits alors les plus dangereux, je suis d'accord qu'il faut partir des produits des plus dangereux. Déjà, il y en a 5 ou 6, là, enfin 5, déjà ça va nous prendre un petit peu de temps. Et puis derrière, il faut véritablement surveiller les autres, de manière à ce que derrière, suivent s'il faut des réévaluations si besoin, quoi. Merci beaucoup pour votre présentation sur laquelle on note un certain nombre de propositions. Moi, j'ai juste remarqué sur l'histoire de la cohorte et suivie par la CPM. C'est pas si simple que ça. Déjà, il faut que l'enfant soit sur la CPM de la maman et pas du papa, que ça soit le même régime. Il y a un certain nombre de régimes en France. On le sait, nous, on travaille sur d'autres choses où on essaie d'avoir des informations. Il faut que ça soit codé. Tout n'est pas codé. Donc, on ne peut pas se fier au fichier de la CPM pour ça. Au jour d'aujourd'hui, comme c'est codé aujourd'hui, on n'aura que moins d'un... On avait évalué combien? Un tiers des informations, hein, je crois, ce qu'on avait regardé. Hein. Donc ça, c'est compliqué. Donc vous proposez, pour reprendre un peu vos propositions les plus importantes, c'est prescription par un spécialiste au minimum annuel, pour résumer. Plus, ça serait mieux, d'après ce que votre présentation, mais au minimum annuel. Une réévaluation des nécessités du traitement et mise en place de protocoles sur le modèle du valproate. Si je résume. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires de la part du comité, Madame Dugast? J'ai peut-être mal compris avec ce que tu résumais. J'avais entendu à prescrire uniquement par les spécialistes. Oui. Et c'est quoi? Ça veut dire les renouvellements également par les spécialistes? Alors, ce qui a été fait pour le valproate est pas mal, c'est-à-dire que la prescription, effectivement, enfin normalement, la patiente doit aller voir chaque année le neurologue, voilà, une fois par an, et après, le médecin généraliste, je crois, a le droit de renouveler une ordonnance. Voilà. Après, enfin, très clairement, dans mon cas, moi qui suis sous Keppra, je peux vous dire qu'on fait une prescription annuelle. Hein, donc, il est possible que lors de la visite chez le neurologue en question, annuellement, il lui fasse sa prescription pour l'année. Hein. On peut faire des prescriptions d'un an sans nombre de médicaments. Moi, ça me pose, alors je vais prendre sur les discussions qu'on a eues ce matin, la prescription me gêne parce que je pense que c'est pas mal régulièrement de refaire le point, comme vous le dites si bien, qu'il y a des informations à donner, probablement à répéter. Si c'est que annuel, un an, je pense que c'est long. Mais c'est bon, voilà, ça n'engage que moi sur la question. Après, moi, j'ai entendu ce qui a été dit ce matin. J'ai conscience aussi qu'il y a un faible nombre de neurologues en France. Et donc, ça pose une sérieuse difficulté. Donc voilà, c'est pour ça que je propose annuel obligatoire. Après, on pourrait envisager que ce soit plus, si on a plein de neurologues. Mais je pense qu'il va falloir en faire venir de l'étranger, alors. C'est ce que j'avais compris. D'autres commentaires ou questions? Francis? Une question, parce que j'aime beaucoup la façon dont Catherine Hill travaille, et je travaille aussi souvent avec elle. Si on peut avoir la présentation ou la synthèse qu'elle a faite, parce que nous ne l'avions pas eu en amont des documents que nous avions reçus, mais peut-être un peu tardivement, donc elle n'est pas arrivée jusque chez nous. Donc ça, c'est un souhait, parce que c'est toujours intéressant. Et par rapport à cette manière dont Catherine Hill a pris les méta-analyses pour tenter, je n'ai pas eu le temps de suivre, parce que ça allait un peu vite, mais ça fait partie de mon pain... Non, mais moi, c'est mon pain quotidien. Donc c'est à partir de ce genre d'informations et de ce genre de méta-analyse que nous pouvons commencer à prendre des décisions. Nous avons besoin, nous, scientifiques, médecins généralistes, pour pouvoir expliquer à une femme quel est le risque qu'aujourd'hui la science peut prédire ou pas, ce qui n'empêche que la femme me dit oui, d'accord, mais si ça tombe sur moi, c'est 100% ou 0%. Ce qui veut dire que ça ne permet que de prendre une décision éclairée en termes de bénéfice-risque, mais pas de prendre une décision dans laquelle la précaution et le principe de précaution ne feront autre chose que de dire on a pris beaucoup de précautions, ce qui est indispensable et nécessaire, mais n'empêche que le bénéfice est important aussi, et que ce matin j'ai bien entendu, et c'est cette alternative entre l'un et l'autre qui est importante, que suivant les cas et suivant la gravité de l'épilepsie, parfois il fallait prendre des risques. Parce qu'on prend des fois moins de risques en donnant un médicament qu'en donnant un traitement qui ne sera pas assez efficace et le risque d'une mortalité qui est quand même pas négligeable. Donc c'est ça qui est très complexe et avec ces notions-là et ces données-là, on peut avancer. Moi, je ne remets pas du tout en cause la nécessité d'un traitement. Moi, je fais partie de ces femmes qui, si je ne prends pas de traitement, je meurs. Donc je me sens totalement concernée. Par contre, il y a une chose que je peux faire, c'est de ne pas avoir d'enfant. Et ça, je pense que ce choix-là, il faut le laisser à la patiente. Donner la vie à un enfant handicapé, c'est parce qu'on souhaite, parce qu'effectivement, on aime son enfant et on veut lui donner la meilleure santé possible.
Donc c'est pour ça que autant on peut pas se passer de médicaments, par contre on peut se passer d'une grossesse. Et la parentalité, il y a d'autres manières de devenir parent, on peut adopter, peut-être que l'évolution sociétale fera que demain la gestation pour autrui sera autorisée un jour, je ne sais pas. Moi je n'ai pas ces réponses, mais par contre, voilà, on ne peut pas se passer de traitement, mais on peut se passer d'être enceinte. Et ça, il faut laisser le choix à la femme, à son mari également, parce que moi j'ai vu des couples brisés, des maris qui quittaient leur femme, épileptique avec 3 enfants lourdement autistes. Donc derrière, il y a toute une vie qui est brisée, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. D'autres remarques ou questions? Bon, je vous laisse réfléchir, moi j'en ai 2. La première, vous sortez des données là, de l'étude qui du coup, je suis comme Francis, m'intéresse beaucoup, sur la lamotrigine, sur lequel il y a des données qu'on n'a pas. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je fais remplir des... Ça serait bien de nous les transmettre parce qu'elles sont intéressantes, ces données, de savoir d'où elles viennent. En fait, c'est souvent dans les fratries qui nous contactent. Alors déjà, on a directement des femmes sous lamotrigine qui me disent, ben voilà, mon enfant est handicapé et autiste suite à la prise de la lamotrigine, ça a été diagnostiqué, etc. Et puis souvent, des fois, j'ai des fratries où l'un est né avec des paquines et puis derrière, il y a les autres qui sont nés sous l'amygdale ou autre. Et donc, je commence à avoir un certain nombre d'enfants, une population, et je peux vous donner ces données-là de manière assez précise, et même je les ai classées entre malformations et troubles neuro. Donc je peux, parce que j'ai commencé moi aussi à me professionnaliser, à adapter des logiciels de saisie qui me permettent de donner... Nous, c'est des données qui nous intéressent avec des calculs de risque. Et j'ai déclaré mes données à la RGPD CNIL, anciennement CNIL. Et je les mets à disposition de chercheurs potentiels qui seraient intéressés par tout ça, sans problème. Et la deuxième chose, vous n'en avez pas parlé, mais ce matin, plusieurs nous en ont parlé, de la mise en place de carnets de suivi. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de faisable, de réalisable et d'utile? Moi, le dispositif Valproat me va très bien. Donc ça comprend le guide d'information patient, le guide d'information praticien, le protocole, la carte. Donc voilà, donc moi je trouve que ce dispositif a fait ses preuves, malgré toutes les critiques que j'ai entendues ce matin. Je trouve que, je suis désolée, il fonctionne bien, les femmes sont au courant, même s'il y a un loupé quelque part, et ben à la pharmacie, enfin maintenant il y a des logiciels qui rappellent aux pharmaciens qui doivent demander le protocole. Donc on a fait évoluer les choses, et même si ce n'est pas parfait, c'est déjà énorme. Donc si on arrivait à faire ça pour les autres antiépileptiques, eh ben, je dirais bravo. D'autres commentaires, d'autres questions? Non. Merci beaucoup pour votre présentation. Bonne continuation. Et puis ouais, si vous pouvez nous faire passer les éléments, ça sera intéressant.